Donc la communauté internationale a vu l'importance donc de traiter ce sujet pour cette année. À cet effet, nous avons invité un certain nombre d'intervenants. Bonjour, je suis Christophe Villalonga, je suis consultant dans le domaine de la qualité et je viens de France. Pour cette 11e journée mondiale de la qualité, j'aurai le plaisir d'intervenir et d'animer un workshop. Alors, qui dit workshop dit travail de groupe, travail collaboratif pour échanger sur la QVT, la qualité de vie et de travail, et montrer que cette QVT n'est pas simplement un phénomène de mode, mais c'est une véritable révolution qui est en train de se mettre en marche dans de nombreuses organisations. Merci et à bientôt. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Christophe, c'est l'ami de la journée. C'est le directeur associé de la société Kalinov, donc auditeur ici à FAC. Il est de SS Qualitologie et Gestion de la Qualité, Université Claude Bernard, Lyon, École de Commerce, SD Sup, École supérieure des dirigeants d'entreprise. Il est directeur de Kalinov, conférencier, auteur de nombreux ouvrages. D'ailleurs là, il vient de ramener avec lui son dernier ouvrage. Il s'intitule Moi manager qualité, acteur de changement. C'est son dernier bouquin. Et voilà. Allez, à vous la parole. Merci Zoher. Eh bien, enchanté d'être parmi vous pour la 6e année consécutive. Merci Zoher de ta confiance. Merci d'autant plus de ta confiance lorsque Zoher m'a annoncé le thème aujourd'hui, qualité de vie au travail. J'avoue que j'étais pas très à l'aise parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Zoher m'a fait confiance et j'ai quand même beaucoup réfléchi avant de dire d'accepter de venir à cette invitation parce que je me sentais pas expert. Puis finalement, en réfléchissant, je me dis, dans la vie, on avance quand on se lance des challenges. Sinon, on reste dans ce qu'on appelle sa zone de confort. Donc sa zone de confort, c'est un endroit où on ronronne, où on est à l'aise, où on vit avec son expertise. Mais s'il n'y a pas des gens inspirants, des leaders, un peu comme Zoher, je pense, qui donnent un peu un cap et qui permettent de sortir de sa zone de confort, eh ben, on vivote dans son environnement. Et je pense qu'à un moment donné, on se fait plus plaisir dans son travail. Donc moi, ça fait plus de 25 ans que je fais du conseil, je fais du conseil en qualité et souvent je m'interroge, je me dis mais comment je fais pour être encore passionné par mon travail? Comment je fais pour ne pas être blasé dans mon travail, pour ne pas être dans des routines et de plus d'être dans une certaine lassitude? Et bien je pense que ce qui est important dans son travail, c'est de se lancer des défis, de se lancer des challenges. Et puis quand on se lance des challenges, quand on sort de sa zone de confort, il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'on peut se tromper. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je l'ai imaginé, je l'ai pensé, mais c'est possible que je me sois planté, mais j'accepte devant vous, et ça fait partie de la qualité de vie au travail, j'accepte l'échec. C'est-à-dire, au moins, je me serais trompé, au moins j'aurais eu le courage d'essayer. Donc je vous invite tous aussi à avoir cette réflexion, c'est de se dire quand on ronronne dans son environnement et qu'on commence à s'embêter dans son travail, il faut à un moment donné aussi se challenger, se donner des nouveaux défis pour se dire, tiens, j'ai envie de faire autrement. Et quand vous allez se lancer ces nouveaux défis, n'ayez pas peur de l'échec. Parce que les gens qui ne subissent pas d'échec, il y a une règle très simple, c'est qu'ils ne tentent rien. Ils ne tentent rien de nouveau. Si vous tentez rien de nouveau,
serez jamais victime de l'échec. Alors après, ce qu'il faut, c'est que dans une entreprise, les gens qui ont échoué, il ne faut pas les prendre comme des cibles à abattre, mais il faut plutôt les prendre comme des leaders qui ont essayé quelque chose et qui font avancer les choses. Voilà, donc toute cette petite histoire pour dire, finalement, qualité de vie au travail, ben moi j'ai encore la chance, alors je ne vais peut-être pas employer le bon terme comme ça a été dit précédemment, mais j'ai encore la chance, au bout de 25 ans, de me faire plaisir dans mon travail, d'être passionné par mon travail et d'essayer de vous faire partager cet élément. Alors, la QVT, je me suis simplement posé cette question, est-ce que c'est un simple effet de mode, c'est-à-dire que dans 3 ans, 5 ans, on n'en parlera plus, hein, ou alors est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus qui va durer beaucoup plus dans le temps, et est-ce que c'est un enjeu majeur des organisations performantes? Alors tout d'abord, pourquoi s'engager dans une démarche QVT? Ce qui est important, et ça c'est une certitude, c'est qu'une démarche QVT s'inscrit dans une démarche RSE, une responsabilité sociale des entreprises, avec notamment l'ISO 26000 et les 17 ODD, hein, ce qu'on appelle les objectifs de développement des Nations Unies. Donc si on regarde dans le référentiel ISO 26000, dans les 7 questions centrales, il y en a une qui s'appelle relations et conditions de travail, qui est déclinée en différents sous-thèmes. Hein, c'est tout ce qui est l'emploi, les conditions de travail, l'expression sociale, le dialogue social, etc. Et on va retrouver ces approches aussi dans les 17 ODD avec des notions de bonne santé et bien-être. C'est le 3e objectif des Nations Unies au niveau du développement durable. Il y a aussi tout ce qui est égalité entre les égalités réduites. Tout ça pour dire que si j'ai aujourd'hui au moins une certitude, c'est simplement de dire que la QVT, c'est pas simplement un phénomène de mode, mais c'est vraiment un phénomène qui sera durable, parce que ça s'inscrit dans un changement durable des organisations. Vous savez, quand on parle de développement durable, hein, c'est 3 cercles. Il y en a un premier cercle qui est connu, c'est l'économique, avec des nouveaux modèles économiques. Celui-ci, j'en parlerai pas. Il y a un deuxième cercle qui est l'environnement, qui fait l'objet de nombreux débats, nombreuses discussions, avec notamment tous les impacts sur le réchauffement climatique. Celui-ci, il est connu. Et le troisième cercle dans le développement durable, c'est tout ce qui est la performance sociale, tout ce qui est le social. Et celui-ci, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, ça s'inscrit vraiment comme un des objectifs du développement durable. Aujourd'hui, en France, on utilise de moins en moins le terme un peu développement durable parce qu'il est galvaudé, développement durable égale environnement. C'est faux. Développement durable est la conjonction de 3 éléments qui sont l'environnement, le social et l'économique. Donc, la QVT s'inscrit parfaitement dans ce cercle économique. Alors, je vois j'ai les mêmes sources que certains intervenants avant, hein, mais toutes les études sur le bien-être au travail, elles aboutissent tous aux mêmes conclusions. Il y en a des dizaines et des dizaines. On ne va pas discuter les chiffres. D'ailleurs, je reprends les chiffres du MIT qui nous ont été présentés 2 fois. Donc, sans se concerter, on retrouve les mêmes sources. Mais il y a 3 choses qui sont importantes pour s'engager dans la QVT. La première, c'est que le bien-être augmente la performance des salariés. Ça a été dit, démontré, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Un point qui n'a pas été dit, peut-être, et là que je vais abonder là-dessus, c'est que le bien-être permet d'attirer les talents. Ça a été dit, hein, les talents de l'entreprise. Et ça, alors je ne connais pas suffisamment l'écosystème de la Tunisie, mais je connais celui de la France. Et ça, c'est un vrai enjeu majeur des entreprises de demain. Il est là l'enjeu. Moi, j'ai des clients aujourd'hui en France où leur problème, ce n'est pas de trouver des clients, c'est de trouver des salariés. C'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une richesse dans les entreprises qu'on a peut-être dévalorisée, c'est de trouver des collaborateurs qui soient compétents. Hein, quand je dis trouver des collaborateurs compétents, on emploie ça, c'est un terme un peu galvaudé, mais c'est des collaborateurs qui ont du talent, des collaborateurs qui vont enrichir la valeur de mon entreprise, qui vont permettre de développer. Et ça, aujourd'hui, c'est une vraie richesse. Et je peux vous assurer qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent de ça. Alors quand je vous ai dit ça, je vous dis quoi d'autre? Je vous dis, et ça c'est vrai, c'est vraiment du terrain, parce que moi je passe mon temps sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les entreprises parfois qui choisissent les candidats, mais c'est les candidats qui choisissent les entreprises. C'est fabuleux. C'est-à-dire que vous prenez par exemple en France des informaticiens,
Aujourd'hui, les informaticiens vont vous dire « Oh non, moi, je ne veux pas aller là, je veux pas aller... Non, je vais aller dans cette entreprise parce qu'elle m'offre pas plus... » C'est pas le salaire qui va faire la différence. Dans les nouvelles générations, ça ne sera pas que le salaire qui fera la différence. Ça sera beaucoup plus d'autres domaines complémentaires. Mais il m'offre une autre qualité due au travail. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de se renverser. C'est aujourd'hui, quand moi ça me fait vraiment réagir de voir que ce sont des salariés qui choisissent les entreprises. Je vous ai donné l'exemple des informaticiens, on pourrait parler de l'exemple des infirmières, on pourrait parler des exemples des médecins, on manque de médecins en France, etc. Il y a plein de métiers aujourd'hui où ce sont les salariés qui vont choisir les entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, et excusez-moi le terme, qui vont rester archaïques, les entreprises qui ne vont pas faire évoluer leur management parce que on a toujours fait comme ça, parce qu'on a toujours travaillé comme ça et on a toujours réussi, ben ces entreprises, pardonnez-moi de le dire, mais elles se trompent. Elles ne sont pas en train de préparer l'avenir, mais elles vivent de leur passé et de leurs atouts, et ceci dans les 10, 15, 20 ans, ces entreprises se seront totalement dépassées. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les organisations, il est important que ce sont les hommes qui font les organisations et pas l'inverse. Donc cette notion d'attirer les talents est un point clé. Alors, ce que je vous dis, c'est cette notion de créateur de valeur, et il y a un ouvrage et un auteur qui l'a compris et qui a été un best-seller, c'est Vinay Nayar, qui a écrit « Les employés d'abord, les clients ensuite ». Et ça a été une petite révolution, mais simplement cette personne s'est posé la question, cet auteur, en se disant qui crée de la valeur. On a toujours pensé au client, mais bien sûr qu'il faut penser au client, c'est lui qui apporte de la richesse, mais le collaborateur doit aussi et créer de la valeur dans les organisations. Donc ça, c'est fondamental. Alors quand je vous ai dit ça, ça veut dire que, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, mais en marketing, on parle de l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est de prendre tout un parcours du client et de regarder tous ses points de contact et d'apporter de la valeur à tous ces points de contact. Aujourd'hui, on commence à parler de l'expérience collaborateur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va regarder un collaborateur, on va regarder tous ses points de contact pour lui apporter également de la valeur. Mais on ne va regarder pas que le collaborateur. On va regarder celui qui est intéressé par votre entreprise, c'est-à-dire qu'on va aller le chercher beaucoup plus loin. Un informaticien, si vous cherchez des informaticiens qui pourraient être un jour candidats, on va le voir, c'est quelqu'un qui peut être intéressé. Donc, il faut apporter cette expérience collaborateur. Et ça, c'est des phénomènes qui sont en train de se mettre en place. Autre phénomène qui est important, vous avez, il y a 15-20 ans, on parlait de CRM, Customer Relation Management sur tout ce qui est les bases de données pour dire nos clients ils ont de la valeur, on ne peut pas simplement les gérer ce capital client avec un fichier Excel, c'est vraiment insuffisant. Donc on a utilisé des outils, les plus connus c'est Salesforce ou des outils marketing qui disent je prends mon client et je sais tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui dans l'entreprise, comment on gère la relation avec les collaborateurs? Comment, si je prends une personne, je lui dis, tiens, quelles sont toutes les formations que tu as suivies? Quels sont tous les entretiens individuels que tu as eus? Quels sont tous tes besoins en formation? Ça, on ne peut pas le suivre qu'avec Excel. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les organisations qui s'intéressent à leurs collaborateurs, elles sont en train de développer des outils qu'on appelle SIRH, des systèmes d'information des ressources humaines, car elles se disent, nos collaborateurs, ils ont de la valeur. Et il faut qu'un collaborateur, il ait des outils où il ait des moyens d'expression, et voilà. Donc ça, c'est aussi un point clé. Autre point en introduction, ce que je vais vous parler aussi, c'est que pour préparer cette conférence, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages, et dans ces ouvrages, il ressort quand même une composante essentielle, c'est que le bien-être ne peut pas être généralisé. C'est-à-dire que le bien-être va défendre un certain nombre de facteurs, et notamment, il y a un aspect générationnel qui est important. D'accord? Donc on parle de 3 générations. La génération X, c'est les gens qui sont nés entre 61 et 79. La génération Y, c'est ceux qui sont nés en 80 et 99. Et la génération Z, c'est ceux qui sont nés après 2000. Et les besoins, les attentes, etc. de toutes ces générations sont fonction. C'est-à-dire que quand on va aller parler de bien-être au travail dans une entreprise, il faudra tenir compte de la génération à laquelle je m'adresse, parce que les besoins ne seront pas et les attentes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc quand on parle de génération, moi je suis toujours surpris. Et ça, je pense que ça a toujours existé, mais je vous fais part juste d'un rapport d'étonnement. C'est que quand même, il faut se l'avouer, hein, quand on entend les gens parler, c'est quand même toujours notre génération à laquelle on appartient qui est la meilleure. Moi, j'ai toujours entendu ça.
C'est-à-dire que moi, je fais partie de la génération, que je ne me trompe pas, oui, si je suis bien là, X. C'est-à-dire que pour moi, les X sont les meilleurs, franchement. Et puis, mais, comme par hasard, quand j'entendais parler de mes parents, leur génération, c'était toujours la meilleure. Et puis, on disait, nous, on est les petits vilains canards, ceux qui arrivent derrière. Et quand on entendait parler des grands-parents, leur génération à eux, c'était la meilleure. Tout ça pour dire que quand on regarde tout ça, ces problèmes générationnels, je pense qu'il faut faire preuve, ça a été dit, d'empathie. Il n'y a pas une histoire de... Il faut regarder ça, toutes les générations apportent leur valeur ajoutée. Il y a du bon, il y a de l'excellent dans du X, il y en a de l'excellent dans du Y. Il faut essayer, arrêter de segmenter tout ça, les façons de penser, parce que je pense que tout ça, ça crée des clivages dans les organisations et c'est pas bon. Mais que les gens... c'est trop facile de critiquer les générations d'après en disant que nous, on a toujours travaillé comme ça, on est les champions, on est les meilleurs. Ça, c'est totalement faux. Moi, ma première source d'inspiration à titre personnel, je vais les chercher aujourd'hui chez les générations Y ou Z. C'est eux qui sont inspirants. C'est eux qui construisent l'entreprise de demain. C'est pas, entre guillemets, les vieux briscards comme moi qui vont construire l'entreprise de demain. Non, c'est des gens qui arrivent avec des idées nouvelles. Il faut accepter les idées nouvelles. Il faut accepter que ces idées ne soient pas les meilleures, mais qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent des jeunes. Et oui, c'est sûr qu'ils viennent un peu nous bousculer, ils viennent nous heurter parce qu'ils ont des idées nouvelles et on a toujours fait comme ça. Ah, il a toujours fait comme ça et lui, il arrive avec des façons de faire autrement. Ça, j'ai déjà dit, ça a été évoqué quand on voit quand même que dans les organisations, le principal, et ça a été dit, vecteur de communication, c'est le mail, mais pour les jeunes générations, c'est la préhistoire, le mail. Moi, j'ai des enfants, adolescents, si je veux être certain de ne pas avoir une réponse, je leur envoie un mail. Là, je suis sûr de ne pas avoir de réponse. Par contre, si je suis sur les réseaux sociaux, d'accord, là, je me suis mis à Snapchat, je me suis mis à Facebook, Facebook ça fait longtemps, et maintenant je suis obligé d'aller encore sur des nouveaux réseaux. Mais là, dans les 40 secondes, j'ai une réponse. Dans les 40 secondes, j'ai une réponse, je l'ai testé ce matin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces nouvelles générations, elles ont besoin aussi de nouveaux flux d'informations. Il va falloir imaginer l'entreprise de demain pour créer du bien-être. Le mail, ça va être la préhistoire bientôt. On n'arrive plus à traiter. Moi, j'ai des clients qui sont des grands directeurs, mais quand vous les regardez travailler, ils passent 70% de leur temps à traiter du mail. 70%. Et moi, je leur dis, et tu vas quand sur le terrain, là, voir les gars où la matière, elle est produite, où les gens sont en contact avec les clients? Ben, j'ai pas le temps, je fais des tableaux Excel. D'accord? La vraie valeur, elle n'est pas là. Il faut retourner à la vraie valeur. La vraie valeur des choses, c'est le terrain qui donne la vraie valeur. C'est tous les gens qui sont en contact avec les clients ou qui sont en contact avec les produits ou les services qui sont créés par ces clients. Donc tous ces aspects générationnels dans cette approche de bien-être au travail, ce qui est important, c'est de se dire que les attentes seront peut-être différentes. Et enfin, avant de passer un petit exercice ensemble, vous connaissez certainement la pyramide de Maslow, hein, qui a défini un certain nombre de besoins en fonction de l'état. Et moi j'ai trouvé dans mes lectures quelque chose qui peut être intéressant. Donc c'est la pyramide que je vous ai mis en plus grosse, qui est une interprétation de la pyramide de Maslow adaptée au monde du travail. Et cette personne, dans un Cohen Châtelain Berry, nous dit il y a un niveau très bas, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce que l'on veut dans le bien-être au travail, mais si le salaire et la stabilité ne répondent pas aux exigences un petit peu des collaborateurs, tout le reste, ça risque d'être du superflu. Donc ce niveau très bas, la base de ma pyramide, c'est vraiment le basique. Il faut que je me sente en sécurité dans mon travail, d'accord? Il faut que j'ai un salaire qui correspond un peu à mes attentes. Ça, c'est le premier niveau. Pour parler de bien-être au travail, il y a un deuxième niveau. Il faut qu'il y ait un intérêt dans le travail. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, c'est vrai, on ne peut pas parler de bien-être si on s'ennuie toute la journée. C'est-à-dire que même si on met des tables de ping-pong ou des baby-foot, si je m'ennuie au quotidien dans mon travail, ça va être, si je n'ai pas d'intérêt dans mon travail, ça sera difficile quoi qu'on fasse. Le troisième niveau, et ça a été beaucoup exposé dans les conférences précédentes, c'est la reconnaissance par management. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas parler de bien-être au travail s'il y a quelqu'un qui vous met la pression sans arrêt. Donc ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième niveau, j'en ai parlé, c'est pour parler de bien-être, il faut accepter le droit à l'erreur. Et si on fait une erreur, qu'on ne se rend pas, qu'on ne soit pas considéré comme une cible, et ça, c'est important. Et puis le niveau ultime, c'est tout ce qui est autonomie, c'est dépassement de soi, c'est de faire des choses qu'on ne nous a même pas demandé, c'est être au-delà des attentes. Voilà. Donc ça, je voulais juste faire une petite introduction. Puis après, je me suis dit,
comment bien définir le bien-être au travail. Et puis je me suis dit, on va commencer à faire des diapos, des transparents, etc. Et puis, Zohair m'a accordé un peu plus de temps. Je me suis dit, on va faire un petit workshop. Comme ça va permettre de se mettre en mouvement. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, vous êtes assis depuis le début. Et c'est quand même intéressant dans le bien-être au travail. Vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus des positions de se mettre un peu debout. Alors, on va faire un petit exercice qui est basé sur des mots et sur du vocabulaire. Mais avant de parler de ça, simplement, j'ai trouvé une petite citation d'un auteur très récent, qui s'appelle Platon, qui dit « La connaissance des mots conduit à la connaissance des choses ». Et ça, je vous invite à bien intégrer cette réflexion, parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, il y a plein de nouveaux mots. Plein de nouveaux mots qui arrivent tous les jours. Et si on ne connaît pas ces mots, la signification, on ne connaît pas ces choses. Alors, c'est là que ça va être, on va mettre un petit peu plus de chaos dans la salle, entre guillemets, mais par rapport à Zohair, ça sera plus calme. L'idée, c'est vous allez vous mettre autour de 10 tables. D'accord? Parce que il y a 10 tables là-dessus. Je vous demande une règle du jeu, ce qui fera du bien, qui va être intéressante, c'est de rester debout et pas de se mettre dans une position là-dessus, mais une position plus active. Comme ça fera circuler et vous serez après en pleine forme pour écouter l'intervention de Zohair. Donc de rester debout et vous allez avoir des cartes plus grandes et des petites cartes où il y a un mot. Le but de ça, vous allez avoir 8 grandes cartes, 8 petites cartes et sur les 8 petites cartes, il y a juste un mot. C'est de rapprocher la grande carte avec la petite carte, c'est-à-dire qu'on vous a donné la définition ici. On vous a donné la définition ici, et c'est de se dire, ça, voilà le mot qui existe et que l'on met à ça. Et sur chaque carte, vous avez une petite question. D'accord? Donc ce que je vous propose, c'est que vous allez travailler un peu en groupe sur de mettre chaque petite carte avec la grande carte, le mot, et vous allez apprendre, peut-être pas apprendre, mais découvrir un certain nombre de mots. Alors parfois, ça va falloir travailler en équipe parce que les définitions sont parfois un petit peu compliquées, etc. Donc là-dessus, et de répondre à chaque fois à un petit exercice qui est dessus. D'accord? On fait ça et on se retrouve pour faire une petite correction mutualisée. Donc j'appelle Zaher, Maro. Ah non, c'est bon. Alors on est en train de distribuer, il doit y avoir 10 tables. Donc les tables qui ont une pochette lèvent la main et en tout il y en a 10. On a fait un petit calcul mathématique grâce à un outil. Comme vous êtes 60 et qu'il y a 10 tables, normalement ça doit faire à peu près 6 par table. Christophe, oui. Tu prends ton temps. Ne pense pas à moi, tu prends ton temps. Voilà. Ouais. Ok, est-ce que c'est bon? Alors, on vous distribue, il doit y avoir 10 tables qui ont des pochettes. Seulement 10 tables, et vous allez vous retrouver sur ces 10 tables. Est-ce que quelqu'un, une table où il y a une pochette, peut se mettre debout? Comme ça, on verra où sont les pochettes. Où sont les pochettes? Merci, madame. Montrez-nous les pochettes. Debout, voilà. Allez. Voilà, encore. Il y a 10 tables, s'il vous plaît. Allez vous mettre sur les tables. Allez, il faut se bouger, il faut se lever, il faut marcher, il faut respirer. Voilà. Passez à d'autres tables si vous n'avez pas de carte. Voilà. Une table ici. Voilà. Allez. Oui. Voilà, c'est vrai. Voilà la dépêche. Allez-y. Oui, vous pouvez passer. Les experts, vous pouvez ici. Les experts, vous pouvez aller aider les experts là. Allez. Pas d'influencer, allez-y. Ok. Allez-y, voilà. Ça doit faire à peu près 6 personnes par table. Là, il y a une table aussi, il n'y a que 2 personnes là sur ma droite. Au moins 6 par table, au moins. Alors là, il faut vous organiser entre vous, maintenant. Il faut mettre un peu une méthode de travail. Voilà. Ça si je dis à droite, voilà. Ok. Alors, Azoul, où est Azoul? Ah, c'est bon. Ok. Qui encore? Sibel Hassan, où est Ben Hassan? Sibel Hassan, où est Ben Hassan? Il n'est pas là? Allez. Donc, dans un premier temps, vous mettez sur la table les 8 cartes et les mots en face, et dans un deuxième temps, vous répondez aux questions de manière collective. Je passe dans la salle.
نحكي على البريزونس هنا هوني السيد العميد قاعد أسفين يا سيد العميد قاعد أسفين كان في كلام صحيح عسكري Alors on est influencé par كل واحد ينص على ليها يشكوا اسمعي de présence au travail. Quand il le souhaite, alors que son état de santé physique ou mentale ne lui permet pas totalement productif. Le salarié fait acte de présence, mais n'a pas la même protection que présenter ma Ouais, il se débrouille. Ça marche bien. Il faut regarder. c'est une diminution. Et il y a pourcentage. هو il nous demande. برافو استنى نرجع من الأول. استنى نرجع من الأول. هما 30 collaborateurs. Donc si on est par jour, 210 heures de travail. Accolé par jour. 20 jours, parfois que je t'en 2 jours. Sur un mois. Et on convertit, mon cher convertir. C'est un pourcentage. سنة هو 30 هما 30 travaillons 7 heures par jour. Suzy va passer parmi vous. On va faire un petit débrief comme ça, ça reste animé. Alors, première carte. Regardez le petit dessin. Suzy, choisis une table pour savoir qui veut bien répondre à ça. Il nous donne sa réponse. Vous avez mis quel mot par rapport à ça? Alors, quel est le terme qui correspond le mieux pour décrire cette situation où un salarié est présent mais ne devrait pas l'être? Bonne réponse. Alors, et à votre avis, là, il y en a combien là, qui sont en présentéisme? 4, oui. Moi j'avais mis 3, mais toutes les réponses sont valables. Ok. Donc juste un petit commentaire là-dessus sur le présentéisme, hein, c'est le fait d'être physiquement présent, mais entre guillemets moralement absent. Donc ça, je pense qu'il y a un enjeu managérial qui est très fort autour de ça, c'est le temps de présence en entreprise. D'accord? En France, il y a une blague qui est, voilà, comme il y a les petites blagues, hein, quand les gens partent à 17h, dans certaines entreprises, on dit ah bon, t'as posé ton après-midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partir à 17h, ben c'est pas bien parce que vis-à-vis des autres. Alors ça, moi je vais vous dire juste un truc, je suis pas impressionné par ceux qui commencent à 6h et qui finissent à 20h. Ces gens-là ne m'impressionnent pas. Ceux qui m'impressionnent, c'est ceux qui font un job énorme, et j'en connais, tout en respectant leur week-end et tout en respectant les heures de travail. Eux, ils m'impressionnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper productifs. Ok? Donc c'était le petit terme, présentéisme, c'est être physiquement présent dans l'entreprise et absent, entre guillemets, moralement. Ok? Allez, Suzy, une autre table. Deuxième définition. Deuxième fiche, pour définir une organisation de bureau de travail où il n'y a pas de place attitrée. Est-ce qu'on a une réponse ici? Oui? Flexo Office. Tout à fait. Bravo, le Flex Office. Ok? Et à la petite question, est-ce que le projet là, il était bien? Est-ce qu'il manquerait quelque chose ou pas? Là, on a répondu par oui. Oui? Donc, plus de liberté dans les zones de travail. Et, plus de communication pour toute l'équipe. C'est juste.
Donc salle de repos, salle de buvette, relax. Et aussi, oui. Alors, il nous manque... Bien que l'open space n'est pas toujours sollicité. Parce qu'on ne garde pas, on ne conserve pas l'intimité et tout ça. Alors ça, Il nous manque un petit élément aussi sur cette image, Christophe, c'est un petit endroit pour s'isoler. Voilà. pour la concentration individuelle dont je vous ai parlé notamment. Rencontrer des clients. Voilà. Alors ça, c'est nouveaux aménagements pour le vivre sur le terrain. J'ai plusieurs clients qui sont là-dedans. C'est l'évolution de l'open, des open space, pardon, je cherchais, j'étais sur Office. Là, c'est dire, on est en open space, mais on a plein de petits endroits, soit pour travailler en équipe, soit pour travailler à deux, soit pour s'isoler, etc. C'est-à-dire que l'open space n'était qu'une seule grande salle. Là, c'est des petites salles aménagées, et je peux vous assurer qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui investissent beaucoup d'argent pour réaménager ces espaces-là et pour permettre la flex office, c'est-à-dire de ne pas avoir un lieu réservé, mais d'avoir des places qui sont réservées entre guillemets. Donc, bonne réponse. On continue. Alors, une nouvelle fiche sur la possibilité donnée aux salariés d'organiser leur temps de présence au bureau comme ils le souhaitent. Est-ce qu'il y a une réponse à cette table? C'est le flex horaire. Bravo. Et à la question? Pour nous, les horaires sont fixés. Heure d'arrivée, heure de départ. Donc c'est non, c'est pas le flex horaire. Bravo, voilà. Le flex horaire, ça serait de permettre à un collaborateur d'arriver entre, par exemple, 8h et 9h30 et de partir entre 16h30 et 18h. L'essentiel, c'est d'aménager son temps de travail et de faire le temps de travail qui est prévu dans la journée. Mais si un collaborateur ou une collaboratrice doit amener les enfants à l'école, etc., elle aura peut-être plus, elle préférera travailler tôt, finir plus tôt ou plus tard, etc. Donc ça, c'est la possibilité d'aménager son temps de travail en fonction de contraintes souvent personnelles. Donc, bonne réponse, bravo. On continue. Donc, fiche suivante. Une forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté sur site, donc dans les locaux, est effectué par le salarié en dehors de ces locaux de façon volontaire. Y a-t-il une réponse à cette table? Télétravail. Bravo, bonne réponse. Alors, sur les avantages, les inconvénients, je vais peut-être passer là rapidement parce qu'on est pris par le temps et je pense qu'il y a eu plein d'informations là-dessus. Comme tout système, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients. D'accord? Aussi bien pour l'employeur que pour l'employé. The next. Alors, fiche suivante. En dehors de ses heures de travail, tout salarié n'est pas tenu d'être en permanence joignable, que ce soit par téléphone ou par mail, par son employeur pour des motifs liés à l'exécution de son travail. Donc, c'est un mot qui nous dit en gros que, en dehors des horaires de travail dont on en parlait juste avant, l'employeur n'a pas à vous déranger. Droit à la connexion numérique. À la déconnexion, tout à fait. Bravo. C'est bien, c'est moi. Et est-ce que vous avez un petit conseil à donner à cette entreprise-là qui veut... Avez-vous un conseil à donner à cette entreprise? Non? Est-ce qu'il y a un groupe qui a un petit conseil? Là, l'idée, c'est que... Non? Est-ce qu'il y a un groupe 80 Ici, ouais. Alors, quel est le conseil? C'est entourer la culture de documentation, c'est-à-dire envoyer SMS, email, etc. Développer la communication asynchrone, tout à fait. Ok. Alors, le petit conseil qui était donné ici... c'est de faire une charte, c'est-à-dire d'officialiser au plus haut niveau le fait que ça soit ça. Après, il y a certaines sociétés qui ont des moyens techniques, c'est-à-dire si la charte n'est pas respectée et qui peuvent un peu tracer les mails. Il y a Michelin, par exemple, qui a fait des avancées là-dessus. Et si les gens envoient trop de mails en dehors des plages autorisées, il y a des managers qui peuvent être sollicités en disant pourquoi, etc.
Donc c'est une bonne réponse. Allez, on continue. Ah, celle-ci, là, elle était simple, ça a été prononcé. Alors, le responsable du bien-être en entreprise, comment s'appelle-t-il? CHO, Chief Happiness Officer. Tout à fait. Bravo. Alors, quelques exemples de missions? Oui. On peut procéder à une enquête de satisfaction du personnel périodiquement et c'est un choix arbitraire par l'entreprise une fois par an. Par exemple, ça sera suffisant. Aussi, pourquoi pas procéder à mettre une boîte de suggestions pour tous les collaborateurs qui doit être accessible dans un bloc social ou autre. Aussi, la consultation et concertation de près de tous les collaborateurs lors d'un changement organisationnel ou autre au sein de l'entreprise. Parfait. Applaudissez, bravo. Bravo. Mais attention, c'est à chaud, c'est une contrefaçon. Parce que chez nous, c'est une entreprise, c'est le conditionnement des huiles d'olive. Ok, donc ça c'est effectivement une nouvelle fonction, une nouvelle mission qui arrive. Il y a des formations qui sont en train de se mettre en place, donc c'est tout nouveau, tout récent. Ça a été donné comme exemple chez Google, ils ont un retour d'expérience. L'idée c'est de travailler sur le bien-être au travail, et c'est pas quelqu'un forcément, et même c'est plutôt des conseillers qui fassent partie des ressources humaines. Et je crois qu'on va être bientôt sur la fin, sur cette carte. Allez. Alors, toute absence qui, si on avait bien managé notre équipe, aurait pu être évitée. Qui a une idée? Ici? Tout à fait, l'absentéisme. Ouais, alors, le calcul. 3,33%. Alors, tout à fait, c'est ça, d'après le corrigé de Christophe. Voilà, c'est 3,33% sur ce petit exemple. L'absentéisme, c'est le calcul entre les heures de présence et les heures d'absence. Simplement, ça a été dit aussi dans une intervention précédente, les coûts cachés de l'absentéisme s'élèvent à 107,9 milliards d'euros en France chaque année, soit 4,7% du PIB. Ça veut dire que l'absentéisme dans toute organisation coûte cher, et généralement, c'est un indicateur qui révèle le mal-être au travail. Chez nous, dans les exigences légales réglementaires, on ne parle que de l'absentéisme. Et on démontre dans la loi comment calculer l'absentéisme, mais pas le présentisme. Ok, allez, on continue. Et pour cette dernière question, quelle était la... Alors, c'est quoi? On revient à l'exercice, les gens... Alors, l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines. On a deux tables qui sont très impliquées. Alors... C'est la marque employeur. Bravo. Et les trois sites. Les gens de la SOPAL, s'il vous plaît. Welcome to the jungle. S'il vous plaît, on continue, vous prenez des photos là, attention, allez-y. Welcome to the jungle, great place to work, glace de... C'est bravo, c'est les bonnes réponses, c'est les trois sites. Aujourd'hui, ces sites, alors j'ai regardé en Tunisie, il n'y a encore pas beaucoup d'entreprises, mais en France, en tous les cas, des gens vont travailler dans les entreprises, ils regardent la notation de l'entreprise en disant est-ce que j'ai envie d'aller travailler là-dessus. Hein, c'est vraiment des systèmes d'information, ça rejoint ce que je vous disais, c'est des candidats qui choisissent les entreprises où ils ont envie de travailler. Donc ça, c'est en train de se développer. Ok, merci de votre super participation, je vous applaudis. Et maintenant, on va faire un petit quiz de 7 questions. Vous pouvez revenir à votre place. Alors, on a travaillé en collectif, on s'est mis debout, on a évacué, on s'est mis en mouvement. Maintenant, on va être un peu dans la concentration. Ici, on va faire un quiz de 7 ou 8 questions. Et l'idée, je vais vous proposer un problème, il faut trouver le mot qui correspond au mieux au problème. C'est-à-dire qu'on va voir si vous avez bien compris ce que vous venez de voir. Celui qui répond bien marque des points, mais en plus, celui qui répond le plus rapidement marque plus de points. Donc, attention, parce que là, ça va être serré. Hein. Je répète, celui qui répond le plus bien et le plus rapidement marque le plus de points. Alors, je vous invite à retourner dans Menti.
Donc c'est menti.com, je vais vous afficher ça. Hop. Et le code, je vous laisse aller sur le site, on change de code. Alors je précise, il va vous demander un nom et un prénom. Mettez bien votre prénom et votre nom, parce que comme il y aura un vainqueur, on va avoir un vainqueur anonyme, hein, ça c'est comme l'auto, hein, s'il y a... Le vainqueur aura une copie du livre de Christophe Villalonga, Moi, manager qualité, acteur du changement. Donc attention. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vois qu'il y a des cœurs qui apparaissent, on est à 3. Je vais dire de vive voix le code et doucement. Le code est le 62 98 18 75. Et là, on voit des cœurs qui arrivent. Il vous a bien demandé votre nom quand vous êtes connecté. On va jouer quand même et on verra si avec l'informatique on trouve le nom du vainqueur. Ou en tous les cas, il a dû vous donner une petite bête. Donc est-ce qu'on aura un champion de la QVT? Est-ce qu'on aura une championne de la QVT? Est-ce qu'on aura un champion de la génération X ou une championne de la génération X ou Y, Z, là? Attention. Donc pour le moment, nous avons beaucoup de cœurs, 40 participants. Donc toutes les questions ont été vues précédemment. Là, c'est simplement valider un petit peu, justement, voir si vous avez retenu du petit exercice qu'on a vu précédemment et en travaillant votre vivacité pour répondre rapidement. On est à 45-46 participants. Est-ce que vous pouvez... Oui. Donc, j'expose sur une phrase un problème et trouver le mot qui correspond le mieux au problème évoqué. Go. La qualité à Tunis, 2021. Il faut travailler sur quoi? Il reste 4 secondes, 3, 2. Temps écoulé. C'est bon? Oui, on a 27 bonnes réponses sur la marque employeur, qui était la bonne réponse. Hein. Il faut séduire les entreprises et on a 6 mauvaises réponses. Attention. Et c'est là qu'on va commencer normalement à voir qui, et c'est là que ça devient intéressant, pour le moment, qui est en tête? Oulala, Suzy. Ah, Suzy, elle est rapide. Hein. Derrière, il y a Alpha, Ben Hassim, Asma. Attention, continue. Hein. Deuxième question. L'intégration des nouveaux collaborateurs ne se passe pas très bien dans mon entreprise. Quel est le mot magique? Alors, Suzy, Adèle et Sonia pour le moment sur le tiercé. Hein. Sonia de l'Institut de Pasteur. Ah. Troisième question. Mon entreprise de service est éloignée de la métropole. De nombreux collaborateurs perdent du temps et de l'énergie pour venir au travail. Quel est le mot magique qui pourrait améliorer la situation? C'était bien le télétravail, donc on est à 39 bonnes réponses. Le résultat... Alors là, ça change assez rapidement. Alors là, il y a un petit tiercé de tête. Hein. Suzy, Adèle, Sonia. Hop, et Ben qui vient de gagner une place devant nous. Ah, c'est vous, même Anne. Ah, surtout, bravo. Ah, que ça, là, monsieur. Allez, on est au milieu, là. Je vous préviens, à la fin, les questions sont les plus difficiles pour départager. On a pris l'habitude de répondre immédiatement à toute heure au mail, le week-end compris. Quel est le mot magique?
les gens de la Sopar, allez. Très rapidement. Et oui, c'était la charte de droit de la déconnexion numérique, la bonne réponse. Ok. Suzy, là, elle prend de l'avance, là. Suzy et Marachi, les deux. Hein. Suzy, oh là là, il y a une remontée encore, là. Il y a le crocodile qui vient de doubler le lapin. Ah, attention, je vous ai prévenu, ça va un petit peu plus loin. Des collaborateurs se plaignent des horaires imposés qui ne sont pas compatibles avec leurs contraintes personnelles. On est sur quoi? Effectivement, c'était le flexi-horaire, là, quasiment tout le monde a bien répondu. Alors ça donne quoi là? Après, c'est des questions de rapidité. Hein. Ah, donc là, hop, et toujours, Asma qui vient de passer en troisième. Oui, Asma, Asma, bravo, Asma, bravo. Attention là, c'est serré, les questions difficiles arrivent. Question 6. Allez, la sixième. J'ai des salariés qui font acte de présence, mais avec une productivité réduite. Mon entreprise est victime de... Ah, celle-ci, normalement, on devrait être à 100% là. Hein. Et oui, c'était le présentéisme. Quand on est là sans être là, c'est le présentéisme. Alors, on en est où? Suzy et Marachi. Attention. Ouh là, c'est sur la deuxième place, c'est très très serré. Et là, on va commencer un petit peu les choses sérieuses. 7 sur 8. Alors là, c'est quasiment attention. La génération Y est née entre 1961 et 79, 80 et 99 ou après 2000. La génération Y. Bonne réponse. Alors, Suzy et Marachi. Donc Suzy qui a répondu sur cette question plus rapidement. Et là, tout va se jouer, je pense. Là, il y a entre Ben Salah, Asma et Sonia sur la deuxième place. Et ben c'est parti. Ah. Quel est le site qui permet de mesurer l'ambiance de travail et valoriser une certification? Alors là, j'ai été très dur, mais... Et valoriser... Et oui, c'était pour départager. Elle est dure, celle-ci. Oui, non, et ben non, c'était pas celle-ci. Il y a eu 13 bonnes réponses. C'est Great Place to Work. Great Place to Work, c'est un référentiel. Vous répondez à des questions et vous obtenez une certification que vous pouvez communiquer sur l'extérieur. Du coup, suite à ça, attention, suspense intense. Ah, je pense que là, attention. Et oui, c'est donc Suzy qui remporte. Ah, Suzy, moi-même, merci. Bravo, voilà. On va partager le livre, on va le couper en deux. Alors, je propose, Zohair, j'avais pris 2 livres. Ah, là, c'est bien, d'accord. Ça, c'est toujours prévoir. Donc, la personne qui a fini deuxième, à savoir, hop, qui a fini deuxième. Tac. Tac.
C'était Asma. Asma, bravo, on applaudit, oui, oui. Allez, il faut venir, Asma. Bravo, Asma. Bien, allez. Tu nous fais une dédicace, non? C'est fait. Merci beaucoup. Amène il y a une dédicace, c'est bon? Ok, merci beaucoup. C'est bon. Ok. Zoher, est-ce qu'on fait un petit sondage pour évaluer la QVT? Est-ce que ça vous dit qu'on essaye d'évaluer maintenant la QVT dans les gens de la salle, c'est-à-dire votre bien-être au travail? Ça pourrait être intéressant d'avoir un petit scoring comme ça maintenant pour conclure un peu cette manifestation. Donc, ok. Alors, il faut ressortir de Mentimeter et une nouvelle session pour essayer, parce que j'ai cherché des chiffres en Tunisie, il n'y en avait pas, alors on va se faire un petit sondage pour évaluer la QVT, ici, votre bien-être au travail. Donc, c'est 3 petites questions, c'est très simple. Il faut sortir de Mentimeter et retourner dans Mentimeter et on change de code. Donc je répète, on sort de Mentimeter et on rentre de nouveau et on change de code et on met le 42 03 67 23. Donc 2 petites questions préliminaires. Déjà de voir un peu la représentativité homme-femme. 42 03 67 23. Voilà. Donc je pense que ça va être assez équilibré, ça sera intéressant. Mais sur un échantillon d'une cinquantaine, pour le moment on est à 30 votants, mais on devrait arriver à une cinquantaine, c'est de faire une petite étude très rapide en 3-4 questions. Alors, pour le moment, on a une petite majorité féminine sur 33 votants. Je répète le code s'il y en a qui ont des difficultés, 42 03 67 23. Allez les hommes, on ne lâche pas, on peut remonter, on peut peut-être finir premier, allez, 50-50, c'est parfait pour le moment. Tout a été prévu par ZMC, ils ont calculé pour qu'il y ait une parfaite représentativité dans l'Assemblée. 50-50, ça reste. 45 votants, allez, on va passer, c'est bon. Ensuite, autre question. C'était trop vite là, excusez-moi. C'est chaque fois. Ça doit être ça. C'était bon? Pardon. Voilà, excusez-moi. Et maintenant, on est sur la génération, sur votre date de naissance, pour voir aussi la représentativité. Intéressant. Dans l'Assemblée, on a pour le moment une forte majorité de génération Y, qui est entre 80 et 99. On n'a pas de génération Z. C'est bon pour ça? Alors c'est la question suivante qui est importante. Je vais vous donner une échelle de 1 à 10. Et l'idée de 0 ou de 1 à 10, pardon, 1 étant que vous estimez que le bien-être dans votre travail au quotidien, c'est anonyme, qu'il n'y a aucun souci, que c'est pas très bien, et 10, que vous êtes parfaitement épanoui. L'idée, c'est de vous positionner entre une valeur entre 1 et 10 qui permettra d'avoir une petite information intéressante. Voilà. Quel est, selon vous, votre niveau de bien-être au travail? 10 étant, waouh, je suis super content, je me lève tous les matins avec enthousiasme.
Donc c'est le vert qui prend la tête, mais non. Alors, ouais. Le bleu qui augmente. Voilà le bleu qui revient. Intéressant, parce qu'il est intéressant, c'est aussi de comparer comment vous êtes positionné par rapport à l'Assemblée. D'accord? Et on voit quand même que 9 et 10, généralement, c'est ce qui doit être recherché comme cible à atteindre dans les entreprises. Hein. C'est comme, pour ceux qui connaissent le NPS, au niveau de Net Promoter Score pour évaluer la satisfaction des clients, bah, si je fais l'analogie avec la satisfaction des collaborateurs, l'objectif, ça serait d'être autour de 9 et 10. Bon, bah, super pour ce résultat. Et maintenant, évaluer le niveau de performance de votre organisation sur les éléments suivants. Donc là, je vous demande sur les locaux, pareil, sur les horaires, sur le management, sur le télétravail, sur le mobilier, sur la déconnexion numérique. Est-ce que les locaux, vous êtes plutôt satisfaits? Et de positionner, vous avez plusieurs petites échelles à faire glisser, ce qui va nous permettre d'avoir en direct et sans trucage une photo représentative de votre niveau de satisfaction sur les éléments suivants. Nous sommes à 26 votants, c'est un petit peu plus compliqué, mais pour le moment, le point le plus faible, et c'est intéressant parce que c'était l'objet de nombreuses interventions précédentes, c'est le télétravail. Juste après, effectivement, la déconnexion numérique. Voilà, sur 43 votants. Le télétravail ne cesse de reculer. C'était une excellente idée de venir à cette journée sur ce thème. 48. Ok, tout le monde a voté. Ok, alors juste, je terminerai là-dessus. Donc, le télétravail, c'est l'élément qui, visiblement, vos organisations sont le moins performantes. Alors, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a beaucoup de confiance derrière ça. Derrière, il y a la déconnexion numérique, puis après, on trouve les horaires, management, etc. Ok, hop, je me déconnecte ça, j'ai plus que 2 diapos à vous passer pour terminer, et je libère le temps de parole qui m'était accordé. Simplement, ce que je voulais conclure, quand même, ça me paraît important. Oui, c'est ça, vous savez, c'est l'image de l'iceberg. Je dis, il faut faire vraiment attention. Alors, on a beaucoup parlé de greenwashing. Vous savez, c'est vraiment de mettre en avant, en première ligne, plutôt le paraître que l'être. Moi, je me méfie toujours de ça. C'est-à-dire qu'on donne l'impression que, mais derrière, la réalité est tout autre. Donc, dans la QVT, je dis, faites attention, parce que moi, il m'est arrivé de rencontrer des organisations où on avait tout ça, c'est-à-dire qu'on peut trouver des corbeilles de fruits qui sont livrées toutes les semaines, on peut avoir des massages, on peut avoir des tables de ping-pong, etc. Ça, c'est la QVT washing, hein, c'est-à-dire c'est ce qui est visible. Mais si jamais, derrière tout ça, vous avez de l'hyperconnexion, il n'y a pas de reconnaissance, il y a un environnement de travail insoluble, etc., vous n'êtes pas dans une logique vraiment QVT, vous êtes plutôt vouloir donner l'impression que, mais on n'est pas dans la réalité, et les salariés en prendront rapidement conscience. Et pour terminer, une petite citation que j'ai trouvée de Peter Drucker qui nous dit « Rien ne sert de défendre le monde d'hier quand on peut construire le monde de demain ». Voilà, j'en ai terminé, je vous laisse réfléchir et méditer sur cette citation. Merci de votre écoute. Alors, on n'a plus le temps. Personnellement, je ne vais pas faire ma présentation parce qu'on n'a plus le temps.
nous devons respecter le conducteur de l'hôtel, donc on devrait être à 14 heures donc au restaurant. Alors, est-ce qu'il y a au moins, on prend 2-3 questions rapidement. 2-3 questions rapidement. Tfadali. Et je vais faire le micro ici. Merci. Farid Herreli. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, notamment Césaire et le Manach, pour sa persévérance et le courage d'organiser cette 11e manifestation qu'on a eu le plaisir de travailler déjà ensemble, et surtout les conférenciers pour le choix du thème de cette journée, ainsi que mon entreprise Sopal, pour laquelle je voudrais bien poser une question. Donc, comment il gère, c'est-à-dire les anomalies au niveau de la contrefaçon. Et deuxième question, pour un des conférenciers, si possible, comment pouvoir diffuser la culture, au niveau de la culture d'entreprise, l'appartenance, donc à travers participation au capital ou autres mécanismes d'encouragement. Et merci encore une fois. Ok, à qui vous posez ces deux questions? À tous les experts. Un volontaire. Allez-y, un volontaire qui veut répondre. Parce que les questions sont... Alors, la première est pour Sopal, mais pour la question du sentiment d'appartenance, je vais bien donner quelques éléments de réponse. Donc il faut savoir que pendant la crise sanitaire, justement, les entreprises se sont dit, bon, bah, puisqu'on n'a plus les salariés autour de nous, le lien va se distendre. Or, tous les sondages, toutes les enquêtes, toutes les statistiques qui ont été menées à l'issue de cette crise sanitaire démontrent que le sentiment d'appartenance des salariés à l'entreprise s'est renforcé. Donc je dirais que le principal levier d'action, c'est tout d'abord d'être à l'écoute de leurs besoins, et si les salariés ont reconnu être attachés à leur entreprise, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'énormément d'autonomie pendant cette période. Ça fait quand même beaucoup réfléchir. Pour ce qui est de la participation au capital, ce qu'on constate selon les études scientifiques, c'est que généralement les salariés voient ça comme un petit gain financier, mais pas comme un moyen d'agir sur la stratégie de l'entreprise. Donc ce n'est pas forcément le meilleur levier d'action pour susciter le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance vient d'abord d'une reconnaissance envers l'entreprise pour ce qu'elle fait envers le salarié, ce qu'elle donne aux salariés. C'est une question de don et de contre-don. Si l'entreprise donne aux salariés, en échange, l'entreprise sera attachée à son entreprise. Ok, merci. Alors, pour votre information, ceux ou celles qui n'ont pas assisté à la dernière édition de la Journée mondiale de la qualité peuvent demander une copie de mon livre « La qualité se fait en Tunisie ». Donc, vous demandez le secrétariat. Pour ceux et celles qui n'ont pas assisté à la dernière édition. Donc, maintenant, vous me permettez... Qui veut faire des photos? Venez, s'il vous plaît. Qui veut faire des photos avec les experts, il y a.